On pense souvent que le sexe est secondaire, qu'il vient après la guerre, après la bataille, après la crise. Un peu comme si c'était une cerise sur un gâteau. Il serait dans le meilleur des cas une sorte de privilège pour les mieux lotis. Ici pourtant, on le sait mieux qu'ailleurs. Au Liban, la vie n'attend pas. Le sexe n'attend ni la fin des bombes, ni la stabilité, et encore moins la prospérité. En plein chaos, quand tout autour est poussière, il surgit souvent sans prévenir. Il ne vient jamais seul. Il vient avec fracas, parfois avec violence, souvent avec ambivalence, avec des non-dits aussi. Bref, il est un symptôme, le signe d'autre chose. Non pas la cerise sur le gâteau, mais le gâteau en lui-même. Quelqu'un un jour résumait tout ça de manière assez simple. Les hommes ont constamment besoin de jouir. Voilà leur malheur. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce malheur un peu trop humain. Vous l'aurez compris, ce 11e épisode de L'Orient la nuit est dédié à nos sexualités sous haute tension. Mais pas seulement. Parce que quand on parle de sexe, on ne parle pas que de sexe. On parle aussi des mots que l'on emploie ou que l'on n'emploie pas. On parle de silence, on parle de désir, on parle de politique, de corps nus, de violence, de guerre, d'interdit, de prostitution. Et aussi, parfois, de femmes et d'hommes qui font le pari de l'amour quand tout autour crie à la mort. Bienvenue à vous qui nous écoutez, bienvenue à vous chers invités. Nous sommes à Beyrouth et ici aussi la température est montée d'un cran. Il fait des 30 et des 40 degrés, mais nous sommes ravis de vous retrouver pour passer cette nouvelle heure ensemble. Massa el Khair. Bienvenue dans L'Orient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de L'Orient le jour depuis Beyrouth. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Ratalla. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Vous êtes médecin, sexologue, vous êtes une pionnière dans la sexologie. On dit sexologie ? Oui, on dit en français sexologie. Vous avez, je crois, vous êtes attaqué à beaucoup de tabous au cours de ces 20 dernières années. Vous avez vraiment permis de libérer la parole, non seulement au Liban, mais même plus généralement, vous nous en parlerez dans l'ensemble du monde arabe. 19 ans, voilà, ça ne me rajeunit pas, dernière 20 années. Ça ne se voit pas du tout. Et avec nous aussi Sabile Roussoub. Sabile, tu es écrivain, tu as publié de nombreux romans. L'avant-dernier, Beyrouth sur Seine, avait reçu le prix du Goncourt des lycéens. Et ton prochain roman, Mon Imam, paraît aux éditions Stock le 19 août. Ouais, c'est ça ? Le 19 août. Mais ce soir, nous n'en parlerons que très peu. On avait envie de commencer cette conversation avec vous avec une question peut-être un peu bateau, mais qui, je crois, nous permettra tous de rentrer directement dans le sujet. C'est comment on parle de sexe au Liban ? Comme on parle de sexe partout ailleurs, avec les mots qu'on a. C'est peut-être des noms de la rue, peut-être des mots qu'on retrouve en ligne, des mots qu'on nous a dit à la maison. Ça va dépendre de notre culture, de notre bagage, de notre éducation, de plein de choses. Et toi, comment tu vois ça, Sabine ? Alors moi, ça dépend où on en parle. Si on en parle à voix haute, je te rejoins totalement sur la réponse. Ça dépend des gens, ça dépend d'avec qui on est, de l'éducation, etc. Maintenant, quand on écrit sur la sexualité au Liban et qu'on sait qu'on va être lu au Liban, qu'on est publié par exemple, comme avec vous, dans un journal libanais, je trouve qu'on réfléchit quand même beaucoup à comment on va dire les choses. Je sais qu'au Liban, je réfléchis quand même beaucoup plus à comment je vais raconter ce qu'on m'a dit et je me poserai beaucoup moins la question en France. Il y a des sujets, je me dis, qui sont tellement tabous que c'est peut-être compliqué d'en parler, ou en tout cas, si je veux en parler, il va falloir que je le raconte autrement que je le raconterai en France. Mais à cause de l'impact que ça peut avoir sur les gens dont tu racontes l'histoire ou par pudeur, par anticipation de la réaction des gens, pourquoi est-ce que tu réfléchis à deux fois ici ? Alors sur un journal, déjà simplement parce que tu as quelqu'un qui te relie, un éditeur, et puis après, bon voilà, il y a toute une équipe qui te relie et qui décide, ok, est-ce qu'on peut publier ce papier à ce moment-là pendant la guerre ? Je sais qu'il y a un papier que peut-être je dirai plus tard sur une prostituée, où voilà, la question se posait sur jusqu'où on peut raconter
que cette prostituée me raconte en temps de guerre, au moment où dans le journal, en une, il va peut-être y avoir un massacre. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée que c'est indécent de parler de sexe alors que les bombes nous tombent dessus. Sandrine, toi, est-ce que les gens qui viennent te voir pendant la guerre, est-ce que ils ont honte de venir te parler de ça alors que les bombes tombent dessus? Pourquoi est-ce qu'on va voir un sexologue alors qu'on est en pleine guerre? En fait, une fois qu'ils ont pris la décision, donc si à la base ils se sentent mal, ils vont pas prendre rendez-vous. Donc j'ai jamais entendu, ils sont jamais plaints ou ils sont jamais excusés de venir consulter pendant la guerre. Mais je pense que parfois ils vont se censurer, ne pas accepter d'en parler ou de pas venir consulter parce que c'est la guerre, parce qu'ils ont d'autres soucis, parce qu'il y a aussi toutes les difficultés financières maintenant. Moi, je vois des gens de partout dans le pays. Donc, il y a des gens du Sud qui viennent, qui pour le moment sont des réfugiés et qui vont venir chez moi. Donc, ils n'ont pas vraiment de chez eux. Mais la sexualité, ça fait partie de la vie. Donc, ils vont venir en parler sans culpabilité, non. Du fait qu'ils ont décidé de consulter. Après, avant la consultation, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une question que je me posais. Est-ce que tu vois tout le Liban ou est-ce qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose pour une partie du Liban, pour des privilégiés qui peuvent se permettre de payer ça? Non, moi, je vois de tout le Liban. Donc, j'ai des gens qui viennent du Sud. La majorité de mes patients sont chiites. Je vois des gens du Hakkar, je vois des gens de villages dont j'ai jamais entendu parler. Parfois, ils ont 2h30 de route pour arriver chez moi. Donc, ça fait long, ça fait loin. Donc, de partout, de beaucoup plus en dehors de Beyrouth que de Beyrouth. Les gens de Beyrouth sont plus coincés. Qu'est-ce qu'on apprend sur une société en étant sexologue au Liban et en rencontrant un peu tout ce type de personnages très différents avec des parcours très personnels? Combien l'humain est humain et combien on a de préjugés sur les gens et que c'est triste et combien on se ressemble. C'est fou, malgré nos différences culturelles, peut-être notre accent, notre aussi éducation et tout, mais on se ressemble tous et on a les mêmes souffrances. Une dépression, c'est une dépression. Une anxiété, c'est une anxiété. Ça n'a pas de religion, ça n'a pas de confession, ça n'a pas de village. C'est pareil. Une autre question que je me posais en préparant cette émission, c'est on parle de quoi quand on parle sexe dans ton cabinet? Alors, ça va dépendre de l'urgence. C'est-à-dire que quand on a un problème sexuel, c'est bien sûr plus urgent. Donc, même si je n'ai pas les moyens, je vais aller consulter parce que c'est une question, pas de vie et de mort, mais de vie et de mort pour le couple, on va dire, ou pour mon identité. Donc, si j'ai un problème d'érection, d'éjaculation rapide, de vaginisme, c'est-à-dire une contraction involontaire du vagin qui empêche la pénétration, de désir, moins d'orgasme chez les femmes, parce que l'orgasme chez la femme n'est pas essentiel. Ça devient un luxe de venir consulter pour l'orgasme. Mais maintenant, on parle beaucoup plus de sexe sur les réseaux sociaux. Les femmes commencent à sentir que mais c'est mon droit finalement de ressentir ce plaisir et d'avoir un orgasme. Donc cette demande a augmenté. Donc si je dois comparer entre 2007 et 2026, les demandes de désir féminin et d'orgasme féminin ont augmenté. Mais à la base, ça a toujours été surtout problème érection, éjaculation et vaginisme, douleur pendant les rapports sexuels. Après, parfois, ils viennent pour des informations parce qu'ils ne savent rien. Et c'est normal de ne pas savoir parce qu'il n'y a pas vraiment d'éducation à la sexualité. Et quand on n'a pas eu, on va dire, des partenaires, quand on n'a pas pu vivre son adolescence, faire des rencontres, explorer d'une façon qui soit safe, qui soit en sécurité, sans se sentir en danger, sans sentir qu'on fait quelque chose de mal et d'interdit ou de haram. Donc parfois ils viennent pour ces informations-là. Parfois ils viennent pour des problèmes de comportement sexuel compulsif et problématique, que ce soit avec le porno, la drogue, parce que le chemsex, c'est quelque chose d'assez fréquent. Le chemsex. Le chemsex. Oui, c'est moi j'ai pas. Le chemsex. Excuse my French. Bon, c'est un fléau, surtout parmi les minorités. Oui, mais c'est vraiment ravageur. C'est-à-dire le fait de plus pouvoir avoir de rapports sexuels sans drogue. Ok. Ça peut détruire une personne parce qu'ils peuvent plus avoir de rapports sexuels sans la drogue. Et du coup, ils ont plus de plaisir si c'est pas déculpé fois 1000 ou 200 000 ou 300 000.
Donc il y a ça. Et puis certains vont venir pour des questions d'identité, de se retrouver, de se comprendre, de vraiment comprendre c'est quoi leur orientation sexuelle ou de comprendre leurs fantasmes, parce que certains ont des fétiches, des BDSM. Donc ça va dépendre de chaque personne. Sabine, pourquoi le sexe est aussi présent dans tes livres? Alors dans mes livres, pas tellement. Ah ouais, tu trouves? En tout cas, pas dans Beyrouth-sur-Seine. Je vais pas raconter mes parents qui couchent ensemble. Mais dans le prochain, oui, parce que ça me fascine ce que ça raconte sur les gens, en fait. Qu'est-ce que ça raconte? Ben justement, c'est ça que j'essaie de comprendre. Je sais pas ce que ça raconte. Peut-être toi, tu aurais une réponse, mais je pense que ça raconte rien et tout à la fois. Parfois, on va essayer d'expliquer la psychologie via la sexualité. En même temps, c'est un peu bancal, donc on sait pas vraiment, mais c'est toujours de la matière à raconter des histoires. Toi, quand tu te dis, et surtout en tant qu'écrivain libanais, est-ce qu'il y a un plaisir de l'interdit quand tu vas écrire sur le sexe? Est-ce que tu te dis, en tant qu'écrivain, je suis en train de toucher à quelque chose qui va peut-être mettre une partie de mon lectorat dans l'embarras, ou en tout cas, je vais toucher à des tabous, et du coup, tu y trouves... Le transgressif. Oui, le plaisir de transgresser. Alors moi, c'est moins ça. Parce que j'ai vraiment grandi dans une famille, et je parle aussi de ma famille libanaise qui est restée au Liban et qui a vécu toute sa vie au Liban, qui était très ouverte sexuellement. Et la partie de la famille avec qui j'ai grandi vraiment, on parlait de sexe comme si de rien n'était, il n'y avait aucun problème avec ça. Et même mes cousins, mes cousines, on parle de comment ils sont dépucelés. Enfin, je sais pas, tout est très libre. Donc finalement, moi, quand j'en parle pas du tout comme quelque chose de transgressif, mais j'en parle comme quelque chose qui a fait partie de mon quotidien. D'ailleurs, plus au Liban qu'en France, parce que mes parents sont très prudes, et c'est avec eux, donc j'ai grandi à Paris. Mais dès que j'arrivais au Liban, et avec mes oncles qui avaient vécu toute la guerre, etc., le sexe était là partout et tout le temps. Donc moi, quand j'en parle, c'est pas du tout dans une idée d'être transgressif, c'est vraiment parce que ça a été mon quotidien et qu'on m'en a parlé comme ça et que je le vis comme ça. Donc j'en parle comme je parlerais d'un plat que je mange ou d'un verre que je prends ou d'une autre activité. Tu peux nous raconter, ta fiche Wikipédia a été modifiée, c'est ce que tu racontes dans les premières pages de ton prochain livre. Tu peux nous dire ce qu'elle dit désormais? Donc en fait, je participais à un festival qui s'appelle Beyrouth Livre, qui est, tu sais, le festival de littérature francophone, et on nous envoie dans des écoles aux quatre coins du Liban, et je me retrouve dans une école dans un quartier dit du Hezbollah, on va dire, et donc je passe ma rencontre, etc., et je parle pas forcément de sexualité dans la rencontre, sauf que effectivement dans mes livres parfois j'en parle un peu, et je sors de la rencontre et j'ai ma petite cousine qui m'appelle et qui me dit Sabine, t'es devenue journaliste porno? Je fais non, comment, pourquoi? Et en fait, elle me fait va voir ta fiche Wikipédia. Et donc là, j'ouvre ma page Wikipédia et je découvre que il est écrit Sabine Goussoub est un écrivain qui écrit des romans sur le sexe et la reproduction. Il a 5 enfants, mange du chien, Mohamed et Mamadou. Date de naissance, octobre, moins 1000 ans avant Jésus-Christ. Il est écrit en tant que journaliste pornographique. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'effectivement, dans ce livre que j'allais écrire, il y avait effectivement des scènes de sexe. Mais ils ne le savaient pas encore parce qu'il qu'il n'est pas sorti. Encore, mais ils l'ont deviné, je pense, en voyant ma gueule. Et du coup, tu n'as pas demandé à la changer. Cette fiche, elle est encore... Non, après, mon éditrice l'a changée. Moi, je voulais la garder telle qu'elle, je la trouvais géniale. Mais c'est bien, la personne qui a écrit ça est créative et elle parle français. C'est impressionnant. Sabine, toi, durant la guerre, cette dernière guerre, tu tiens une chronique dans nos pages. Ta chronique, elle s'appelle « Nos petites guerres ». Et l'une d'elles, qui est sortie le 3 avril, elle évoque une rencontre avec une prostituée. Ce texte-là s'appelle « Les hommes ont constamment besoin de jouir ». J'y faisais référence dans l'introduction. Tu vas nous la lire et puis on va en parler. Rien n'arrête la prostitution et sûrement pas la guerre. Elle s'appelle Jessie, mais on devine qu'elle est née avec un prénom d'homme. Je ne lui donne pas d'âge. Elle a un décolleté si décolleté qu'on ne peut plus décoller les yeux ailleurs. Elle porte une jupe noire serrée, par-dessus des collants en résille, et des talons blancs en plateforme. Quand je l'accoste la première fois, elle se penche à travers la vitre de ma voiture. Je lui dis que c'est pour parler. Parler ? Elle me répond d'aller me faire mettre. Un renversement de situation assez cocasse. J'insiste en mimant de m'embrouiller. Il est toujours plus difficile de rejeter quelqu'un dans l'embarras. On veut plutôt l'aider. Oui, parler, je suis journaliste, enfin pas vraiment, je suis plutôt écrivain, mais j'écris pour un journal et j'aimerais que tu me racontes ta vie. Je peux t'inviter à dîner ? Elle lève les yeux au ciel et fait un geste de la main pour me signifier que je suis Somardoum. Tellement mignon. On ira déjeuner si tu veux. Là j'ai du travail, je n'ai pas le temps pour tes âneries. Note mon numéro. Mais tu me payes, je te préviens, et pas seulement le repas.
Jessie s'installe chaque jour ou presque à partir de 19h entre 2 voitures stationnées sur le bord de la route à Marmeltein, le quartier rouge au nord de Beyrouth. Elle attend les hommes qui viennent assouvir leurs besoins, me dit-elle. Le lendemain, dans une modeste taverne au bord de mer où elle a ses habitudes. Le soleil brille entre un nuage et un autre. Sa lumière fait ressortir les couches de maquillage qu'elle met sur son visage. Elle est habillée en civil, jean, t-shirt, pull en maille. Elle est libanaise de père et mère. Un père absent, mais une mère aimante, qu'elle voyait très souvent avant son décès. Jeune, elle voulait être photographe, mais elle n'a jamais rien fait pour. Elle prend maintenant des images avec son iPhone qu'elle me montre, des couchers de soleil, des ciels et des selfies, on dirait ma mère. Plein de selfies d'elle avec ou sans maquillage, avec ou sans tenue de travail, parfois même nue, une fleur entre les seins, on ne dirait pas ma mère. Son activité n'a pas été touchée par la guerre. Les hommes ont constamment besoin de jouir. Voilà leur malheur. Les bombardements ne les arrêtent pas, au contraire. La fréquentation est même un peu supérieure qu'à l'habitude, mais sa clientèle favorite aurait disparu depuis plus d'1 an. Ce sont les jeunes garçons qui venaient se dépuceler. Elle les adorait. Elle les cajolait. Les autres, ils ont 50, 60 ans avec des profils différents. Ils viennent de toutes les régions. Pour la plupart, ce sont des brutes. Elles couchent généralement dans un hôtel abandonné ou dans la voiture du client. Il y a un parking où elle connaît le gardien. Elle m'assure surtout gagner très mal sa vie. Jessie n'est ni pour ni contre le Hezbollah, ni pour ni contre les forces libanaises. Elle n'a rien contre les petits jeunes de la Saoura. Elle est pour celui qui lui offrira une belle vie, mais il n'est pas encore arrivé. De la situation, elle s'en moque. Je m'en moque de tout, autant que les politiciens se moquent de nous. Puis la guerre, c'est ici, dans ces rues, avec ces hommes. Et celle-là ne s'arrête jamais. Le quartier est redevenu malfamé comme avant. Il y a des armes, de la drogue, et personne pour nous protéger. Crois-moi, il n'y a plus rien à tirer du Liban, mais je ne veux pas partir. J'aime ce pays, même si je ne suis aimé de personne. J'étais très attentif à tes réactions, Sandrine, quand Sabine lisait ce texte. Et en particulier quand il écrit, rappelle-moi la phrase, les hommes ont constamment besoin de jouir, voilà leur malheur. Les hommes ont constamment besoin de jouir, voilà leur malheur. Et j'ai très envie de te faire réagir sur cette phrase. Moi, j'aimerais bien qu'on dise les hommes avec un grand H, parce que aussi les femmes auraient besoin de jouir. Et peut-être c'est pas un malheur, c'est un bonheur, parce que ça fait partie de notre humanité. Et c'est bien qu'on a un plaisir gratuit, qu'on peut jouir de nos corps. Malheureusement, parfois, c'est d'une façon violente. Dans d'autres pays, on parle de travail du sexe et pas de prostitution. C'est vrai qu'au Liban, c'est pas vraiment choisi, c'est pas, on va dire, pas protégé comme profession, mais ça devrait l'être aussi, parce qu'on a le droit de travailler dans ce domaine. Et à ce moment-là, ça serait pas transgressif, parce que le sexe n'a pas besoin d'être transgressif finalement. Est-ce qu'une partie de ton travail au Liban, qui reste quand même une société où l'homme est toujours mis en avant par rapport à la femme, est-ce qu'une partie de ton travail consiste à déconstruire ça, à déconstruire l'idée que le sexe, ce n'est pas la femme qui est au service de la jouissance de l'homme, mais la jouissance possible, espérée des deux personnes? En ligne, oui. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, ça fait partie d'une des thématiques de mes vidéos, de vraiment faire la part des choses, de cette, disons, cette pression de performance qu'on a sur les hommes, parce qu'on croit que la sexualité, c'est un grand pénis, et durer des heures, et avoir des érections super solides, et nécessairement une pénétration d'un pénis dans un vagin ou dans un autre organe. Tandis qu'en consultation, puisque la demande est différente, déjà, c'est des personnes qui sont, puisqu'ils viennent consulter, qui sont conscients qu'il y a une autre personne dans l'équation qui a besoin aussi d'avoir du plaisir. Donc, on n'a pas besoin de démystifier ça, à part quand on vient dans une demande liée à la virginité, de prouver ma virginité, de comment je sais si elle a déjà eu des rapports sexuels ou pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre guerre, on va dire. Mais tu n'as pas des femmes qui viennent te voir et qui te disent « Je n'arrive plus à satisfaire les désirs de mon mari » et oubliant elle-même son propre désir. C'est très, très rare. Une personne est venue chez moi. Elle vient avec une demande « Je veux apprendre à faire du sexe anal ». Je dis pourquoi? c'est pas nécessaire. Elle me dit maintenant... Sur le CV, skills. elle est mariée.
Elle me dit, maintenant, c'est un must. Si une femme n'a pas de sexe anal avec son mari, il va la tromper. Je dis, je ne sais pas d'où elle vient cette tendance, mais c'est une forte pression. Tu as le droit de dire non. Bon, on va en parler pour voir comment on peut avoir du sexe anal d'une façon qui soit positive et qui donne du plaisir. Mais tu n'es pas obligé. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Ou parfois, il y a des demandes pareilles. J'avais une autre demande. Oui, ça c'est aussi, c'était assez perturbant. Donc, elle était venue chez moi. Elle m'a dit, je dois être femme fontaine. Donc, je dois squirter. Elle m'avait expliqué qu'elle était la 4e femme d'un homme qui avait déjà 3 femmes shari'iyées. Elle était la non shari. Donc légale, 3 femmes légales, et elle était la femme non légale. Oui, et qui lui donnait un salaire. Donc il lui donnait $1000 par mois. Et ils avaient des rapports sexuels, genre peut-être 1 fois par mois ou 2 fois par mois. C'était ça leur relation. Et je lui ai dit, mais t'es pas obligée de squirter. Pas toutes les femmes peuvent squirter. Bref, je lui explique comment. Ok, très bien. Elle est voilée à la base. Elle m'a montré des photos de ce qu'elle fait. Vraiment, quand elle se maquille, elle s'habille. C'est un truc de malade. Elle devient une autre personne. Et puis, elle revient chez moi après 3 mois. Elle me dit, ok, ça a marché. Je peux squirter. Mais maintenant, il veut que des torrents jaillissent de moi. Je lui ai dit, ok, moi, là, je ne peux pas ça, tu dois lui expliquer. Ma compétence. Oui, ça, c'est film porno. Donc, si tu veux mettre des effets spéciaux dans ton vagin, tu peux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur demande. Ouais, ce n'est pas fréquent, ce genre de consultation. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est, on est à Beyrouth, on vit à Beyrouth. De notre point de vue, on a observé beaucoup de changements ces 10-15 dernières années. Les choses évoluent. On n'a pas du tout l'impression aujourd'hui de vivre dans la même société que celle de nos parents. Et je me demande si ça, c'est un effet trompe-l'œil, c'est parce qu'on est à Beyrouth, ou est-ce que ça correspond à quelque chose de plus large au Liban. Sandrine, dans tes patients, est-ce qu'il y a une libération? Est-ce que les gens sont plus à l'aise avec leurs désirs, quels qu'ils soient? Je pourrais pas dire, parce que moi, les gens qui viennent chez moi, à la base, ils ont des problèmes. Donc, je vois pas les gens qui n'ont pas de problème. C'est vrai que la façon de parler de sexe a un peu changé, parce qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc c'est plus facile d'utiliser les mots médicaux et d'en parler. Par contre, moi, je vois beaucoup de gens qui sont de plus en plus conservateurs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler, je ne voyais pas des couples qui étaient tous les deux venaient vierges, mariés tous les deux vierges. Maintenant, j'en vois beaucoup. Je pense qu'ils existaient déjà et qu'ils ne venaient pas consulter. Pour moi, quand j'ai commencé à travailler, je ne savais pas que ça existait au Liban. Qu'il y ait 2 personnes qui se marient sans avoir eu des rapports sexuels. Donc moi, j'ai l'impression que parfois, les gens deviennent un peu plus conservateurs et pas plus libérés. Après, moi, je n'ai qu'un petit échantillon qui vient chez moi. Sabine, toi, comment tu vois ça ? À Beyrouth, j'ai l'impression que depuis 10 ans, enfin moi je dis ça simplement parce que je traîne souvent avec ma cousine qui a 20 ans et donc parfois je l'accompagne à ses soirées où il y a 20 ans. Effectivement, quand je la vois et je vois comment ils sont libres à ces soirées, les jeunes qui sont avec elle, même par rapport à notre génération, tu vois, il y a 15 ans quand tu es soirée à Beyrouth, je me dis waouh, ils sont tellement plus libres que nous, mais je pense que c'est un effet mondial où tu vois, tu sais plus qui est homme, qui est femme, comment ils sont habillés, même comment les hommes s'habillent, les femmes s'habillent. Je trouve ça extraordinaire quand je les vois et je me dis que ça à Beyrouth, c'est fou, mais où tu as raison, c'est que c'est vraiment un petit microcosme. Je viens de 2 villages de père et mère, et quand je parle avec mes cousins et cousines de ces villages-là, ou les villageois, tu vois, qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, effectivement, souvent, les récits qui me font de leur sexualité n'ont rien à voir, ils sont pas du tout aussi libérés que les gens qui sont à Beyrouth. Ouais, parce que ce que tu disais, Sandrine, toi, c'est que les gens à Beyrouth sont beaucoup plus coincés que les gens à l'extérieur, donc c'est aussi intéressant. On a beaucoup d'idées reçues sur... Coincés dans le sens de venir parler de leur sexualité. Après, ce qu'ils en font, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir à Beyrouth, c'est peut-être il y a beaucoup plus d'infidélité, mais est-ce que je vais venir parler de mon problème sexuel et essayer de le régler dans mon couple, ça va être moins fréquent. Tu veux dire qu'à Beyrouth, les couples à Beyrouth sont plus infidèles que les couples qui ne sont pas à Beyrouth? Oui. Ok. C'est marrant ça. C'est marrant. Mais comment tu peux le vérifier? C'est par les récits qu'on te fait, c'est ça? Oui, mais c'est vrai que je ne peux pas le vérifier. C'est-à-dire coincé dans le mauvais sens. Et ils n'ont pas cette facilité de venir parler de leurs problèmes. Parce que ça ne se fait pas d'en parler, c'est ça? Oui. Ils ont peur qu'on en parle et que ça... Exactement, c'est-à-dire d'être reconnus. Donc ils viennent chez la sexologue, tandis que quand on est en dehors de Beyrouth, personne ne va les reconnaître.
Sandrine, toi qui t'adresses à un public, au-delà du Liban, un public dans toute la région, tu parles à des gens dans toute la région, quel est le rapport à l'arabe, à la langue arabe? Est-ce que c'est plus facile pour certains de parler de sexe quand c'est pas en arabe, parce qu'on met à distance? En fait, le problème de l'arabe est libanais, parce que nous, on n'a pas été éduqués en arabe. Tandis que pour tous les autres arabophones dans tous les autres pays, ils n'ont pas de problème avec l'arabe. Ils s'expriment en arabe et ils parlent de sexualité en arabe très très facilement. Mais quand on est éduqué à la base en arabe, il n'y a pas cette distance-là, il n'y a pas ce problème-là. Est-ce que tu vois des différences notables entre les différents pays que tu traites? C'est-à-dire un couple ou un patient saoudien, un patient égyptien par rapport à un patient libanais, c'est exactement le même type de problématique ou il y a tout de même des spécificités? La différence va venir de combien la personne a grandi dans une famille conservatrice ou pas. Et si aussi elle a étudié à l'étranger ou pas. C'est-à-dire si on prend un Saoudien qui a grandi en Arabie Saoudite et qui vient d'une famille très conservatrice, sa problématique va être très différente de quelqu'un qui est né en Arabie Saoudite, qui a étudié aux États-Unis et qui est revenu en Arabie Saoudite. C'est pas une différence dans la nationalité, autant que comment j'ai été éduquée. Moi, je vois des Français qui sont aussi coincés, c'est-à-dire j'étais dans un dîner et puis une nana qui me dit « Ah, moi, parler de sexualité avec ma fille, déjà, j'ai pas su lui parler de ses règles. » Donc, la petite proute qui vient de Versailles, elle peut être aussi très, très coincée par rapport à la sexualité. Donc, c'est surtout le milieu et combien on est conservateur et traditionnel. Et combien on était exposés aussi à ce genre de choses, aux mots, à la discussion, à l'homosexualité. Après, l'homosexualité, c'est différent parce que c'est interdit par la religion. Par la loi au Liban aujourd'hui. Par la loi au Liban, ça, c'est discutable. Mais c'est un gros tabou dans les pays arabes parce que c'est vraiment interdit, c'est haram. Donc, c'est vraiment leur lien avec l'homosexualité est très, très différente. Même s'ils peuvent assumer parfois, c'est très, très complexe et très compliqué. Moi, par exemple, j'ai des demandes de jeunes hommes qui veulent changer. Ils me disent « Ok, je comprends que c'est normal. » Ils veulent changer quoi? Ils veulent pas être gays. Ils veulent changer leur sexualité. Ils veulent changer leur lutter contre leur homosexualité. Oui, contre leur orientation. Parce qu'ils m'expliquent, moi, c'est ça ou mourir. Je dois me marier. J'ai pas d'autre choix. Et je peux pas l'accepter parce que ma religion l'interdit. Donc, c'est différent au Liban. C'est vraiment très, 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 très différent. Je vous propose qu'on fasse une petite pause en musique. On va changer d'ambiance quelques instants. On va entrer dans un univers un peu sensuel. On va écouter Femme nue de Vernis Rouge, la chanteuse, compositrice franco-libanaise Manon Debes. La chanson est sortie en 2023. On écoute. Quand je te vois danser, je me dis que toi, je ne veux que toi. Mais quand je la vois bouger, c'est comme si toi, tu n'étais plus là. Je regarde autour de moi et je ne vois que des corps qui s'avancent et se reculent au travers de mes désirs. C'est ce qu'on appelle l'envie, c'est ce qu'on appelle l'ennui. Je te vois sourire, je me dis que toi, je te veux dans mon lit. Quand je te regarde dormir, je me dis que toi, ce sera plus d'une nuit. Je sens ta main contre mon dos quand je tourne la tête vers d'autres corps qui se déhanchent dans les rues que je traverse. C'est ce qu'on appelle l'envie, c'est ce qu'on appelle l'ennui.
nature, mon amour, un aller, un retour, comme toujours. Femme, nu, homme, nu, femme, homme, nu, homme, femme, nu, femme, homme, nu, nu, homme, femme, nu, nu, femme, homme, nu, nu, homme, femme, nu, nu, femme, homme, nu, nu, homme, femme, nu. On va désormais parler, puisque c'est tout de même le thème aussi de l'émission, du rapport entre la sexualité et la guerre. Stéphanie disait dans l'introduction, le sexe ne peut pas être secondaire, le sexe n'attend pas la paix, c'est le titre de l'émission. Qu'est-ce que la guerre ? J'ai envie de vous poser la question à l'un et à l'autre, peut-être qu'on va commencer par Sabile cette fois. Qu'est-ce que la guerre, selon vous, fait à notre sexualité ? Est-ce qu'il y a un effet sur nos pratiques ? Et est-ce que cet effet est le même chez les hommes et chez les femmes ? Je crois que pour l'analyse, je pense que tu aurais une meilleure réponse. Moi, justement, c'est cette question-là qui me fascinait quand j'ai commencé les chroniques, mais en revenant à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le récit qu'on me faisait de la guerre de 75 et de la sexualité qui se déroulait à ce moment-là. Et donc, on grandit avec plein de récits de 15 ans de guerre où les gens te disent que c'était, enfin, pas tous évidemment, mais certains te disent que c'était une vie sexuelle trépidante. Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là pour écrire les chroniques et je me dis, ok, donc j'ai envie de savoir si ce qu'on m'a raconté est vrai. Est-ce que c'est toujours comme ça ? Est-ce qu'on fait beaucoup plus l'amour ? Est-ce qu'on baisse beaucoup plus ? Et en fait, moi, ce que j'ai découvert à travers les rencontres, c'est que finalement, t'as un peu les deux opposés. T'avais ceux qui avaient besoin d'en faire beaucoup plus que d'habitude, et t'as ceux pour qui ça s'est complètement arrêté, ils en voulaient pas du tout. Même la masturbation, ils en voulaient même plus. C'est-à-dire que c'est plutôt deux extrêmes que j'ai perçus d'un côté ou de l'autre. C'est clair, je ne pense pas qu'il y ait pas de répercussions. Donc, il y a ceux qui vont être dans l'élan de vie. Donc, comme je suis en danger de mort, je dois continuer à vivre. Et pour être vivant, je dois se ressentir autant que je peux. Donc, je vais avoir une sexualité, je vais sortir, je vais me défouler dès que je peux, dès que les bombes s'arrêtent ou même sous les bombes. Et ceux pour qui ce stress chronique, cette anxiété va vraiment tuer leur libido et ils ne vont plus pouvoir ressentir. Ils vont être dissociés de leur corps dans tous les cas. Donc les réactions sont très très différentes et n'ont rien à voir avec l'identité de genre. C'est vraiment individuel et c'est lié à ce que la sexualité représente pour moi. Si je suis à l'aise avec la sexualité ou pas, et si pour moi j'ai besoin aussi de braver, puisqu'on a parlé d'interdit ou de transgression, si j'ai besoin de me pousser plus loin, donc c'est pour ça qu'aussi pendant les guerres on peut avoir plus d'usage de drogue aussi, et de comportements à risque, on peut-être, je sais pas, prendre la voiture et rouler comme un malade, puis il y a d'autres qui vont se recroqueviller dans leur petite bulle et couper tout contact. Sandrine, tu parles élan de vie. On va écouter un extrait d'une pièce de théâtre. Elle s'appelle Le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Elle a été écrite par Darila Joundi avec la complicité de Mohamed Kassimi. Et on va écouter, on en reparle après. Mais je trouve, tu parles d'élan de vie, il y a aussi quelque chose d'extrêmement morbide dans ce qu'on entend. J'aimerais qu'on en discute dans quelques instants. Beyrouth, durant 17 ans de guerre, a été privée d'éclairage public. J'ai appris à circuler dans le noir, à me retrouver dans les endroits les plus bizarres. On se connaissait, mais on ne se connaissait pas. On vivait la même folie. C'est en habitant sur la ligne de feu que j'ai commencé à fréquenter les miliciens. Chaque soir, je descendais les voir. Il y avait des feux allumés, des armes et de l'alcool. Il n'y avait pas de préliminaire, pas de prétexte, pas de désir, pas de parole. C'était comme ça, du brut. On tirait un coup pour tirer une taffe. On tirait un coup pour tirer un coup. On tirait un coup parce que c'était l'accalmie. On tirait un coup pour oublier les balles qui nous passaient par-dessus la tête. On tirait un coup en attendant que les pâtes soient prêtes. Tous les 3 mois, je partais à Chypre voir mon père. On se retrouvait dans le même bar. Il buvait tête baissée. Je voyais juste son air facial gonflé.
Je lui balançais tout dans la gueule, la drogue, le sexe, la mort. Il ne jugeait pas. Il refusait l'idée de culpabilité. On n'est jamais coupable de ce qu'on fait. Je voulais en fait voir jusqu'où il pouvait aller. Il y a eu des moments où on adorait se saouler, on dansait dans les rues ensemble. Il disait juste qu'il avait peur parce que sexuellement, je faisais les mêmes choses que lui. J'étais fascinée par les bites. Je lui faisais part de mon tableau de chasse. J'en ai vu. Des tordus, des ventrus, des qui avaient comme un torticolis, des moussus, des étiques, des rachitiques, des longilines, des sous-cellophanes, des camemberts, des carambars, des fondants sans chocolat, des fèves pour la galette des rois, des entêtés, des pivers, des hérissons, des polissons, des burins, des hariboux, des scoubidous, des zigomards, des soufflés au fromage, des marteaux-piqueurs, des ratons laveurs, des arlésiennes et des rappeurs. Je n'aimais pas les bites incirconcises. Je jouais avec le prépuce en le tirant du haut vers le bas, comme un tire-boulette. « Dis, papa, toi qui sais tout, qu'est-ce qu'on fait avec le bout qui pendouille ?» Il était à la terrasse du Samouraï à Nicosie. Il a vidé son araque d'un trait avant de partir d'un grand éclat de rire. « Ma fille, il faut prendre les bites incirconcises par le bout et souffler dedans fort, comme dans le bec d'un saxo alto. Je t'inscris demain à un cours de musique. » Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a plein de choses. Il y a le côté comique de la scène, il y a la génération de nos parents et cette espèce de liberté. Je ne sais pas si c'est de la liberté, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très débridé dans la manière dont ils vivaient pendant la guerre, au moins une partie d'entre eux. Mais je ne peux pas m'empêcher, Sandrine, quand j'entends ça, de penser qu'il y a quelque chose... comme s'ils mimaient la violence de la guerre dans leur manière, dans leur rapport à la sexualité. Il y a une violence dans cette sexualité-là telle qu'elle en parle. Là, moi, j'ai pas l'impression que c'est violent, c'est plutôt compulsif. C'est-à-dire que quand on considère que la sexualité est violence, on parle de crimes de guerre et c'est pas le cas là, parce qu'elle parle pas de quelque chose de bestial. Tu as oui, raison, elle parle pas de viol, elle parle pas d'abus sexuels. Bien sûr. Parce que quand le sexe devient violence, dans le sens il n'y a pas de consentement, c'est plus du sexe. C'est devenu une arme, c'est dangereux. Mais là, elle parle plutôt de compulsion. J'ai l'impression que là, le sexe, c'est une drogue. C'est pas une arme, c'est une façon de se défouler, c'est une façon de se lâcher, de vider son stress. Moi, maintenant, je les vois, ceux qui étaient les miliciens. Et les cauchemars qu'ils font toujours. Quand ils viennent, ils disent « j'ai tué ». À 20 ans, moi, j'ai tué. Ça laisse des marques. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Donc, ils avaient besoin de s'anesthésier avec l'alcool, le sexe et la drogue. Et en même temps, il y a quand même tout un vocabulaire qui est utilisé qui marche pour les deux, à la fois pour la guerre et pour le sexe. Quand elle le dit à plusieurs reprises, tirer un coup, c'est quand même très parlant. Je voulais te demander, Sabine Leno, quel pont tu vois entre ces deux choses qui sont aussi présentes dans nos vies? Est-ce que parfois tu as le sentiment que le sexe c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, pour paraphraser Clausewitz? En tout cas, je sais pas comment vous le percevez vous, mais je vois qu'au Liban, qu'on parle des années 70 et des photos qu'on voyait de la guerre, des miliciens, etc., ou qu'on voit encore aujourd'hui, on est dans une société très sexuelle. Le rapport au corps, à la musculation, à comment on le monte, le rapport au toucher, même les Libanais, combien on se touche tout le temps, beaucoup. Et alors, est-ce que c'est lié à la guerre? Est-ce que c'est lié à autre chose? Moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. J'ai voulu comprendre, et je le vois dans le regard extérieur. Je le vois bien quand je vais en France, je le vois bien en Occident. Et même dans les autres pays du monde arabe, on dit souvent que les Libanais, on est très sensuels ou très sexuels. Et je vois qu'on a un rapport à ça qui est très charnel. Alors d'où il vient? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Et donc c'est un super sujet littéraire pour moi, évidemment. Et j'imagine que pour toi, c'est un vrai sujet de réflexion. Mais j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Moi, je pense que c'est méditerranéen plutôt. Et que c'est pas lié à la guerre. Selon Freud, on peut voir la sexualité d'une façon agressive, puisqu'il y a un corps qui pénètre dans l'autre. Mais d'autres cultures vont voir la sexualité comme quelque chose plutôt de « je prends l'autre dans mon corps, je l'en laisse avec mon corps, et c'est moi qui le contrôle ». Donc c'est comment on le voit. Après, il y a aussi cette tendance masculiniste. Et moi, je pense que c'est très oriental et assez méditerranéen. Pas seulement nous.
Mais alors moi, tu parles des hommes, mais même moi, les femmes, tu vois, même les corps refaits. Tu vois, les nez refaits, les seins refaits, les fesses refaites. Je veux dire, il y a quand même... Le culte du corps. Ouais, il y a quand même beaucoup de personnes qui ressemblent à des acteurs porno dans la rue au Liban, soyons francs. Et c'est surprenant parce qu'en plus, on sait que la sexualité, elle n'est pas souvent très bien vécue par ces gens-là aussi. Et ça m'interroge aussi beaucoup. Oui, là, on a beaucoup de doubles standards. Et c'est vraiment de la folie. Combien on érotise et on sexualise les corps, tandis qu'après, il y a... à la base, il n'y a pas vraiment ce vécu jouissif de la sexualité. Et c'est vraiment impressionnant. Des fois, je vois des personnes qui viennent qui sont vraiment canons, que ce soit des hommes ou des femmes, super bloqués dans leur sexualité. Donc, on a cette surenchère dans les apparences, pas seulement la chirurgie esthétique, les bijoux, les accessoires. On veut tout le temps se montrer. On retrouve ça dans d'autres cultures. Au Brésil aussi, on va retrouver ça. Donc, c'est très, très culturel, mais je ne pense pas que ça soit lié à la guerre. Mais est-ce que c'est lié au fait que Dieu est trop présent peut-être dans nos sexualités ? Moi, je ne pense pas. Quand je parlais du Brésil, c'est tout à fait pareil. Tout est dehors, tout est refait, c'est-à-dire que quand on a été à Rio, j'ai l'impression que tout le monde se baladait nu dans la rue. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs sexuellement. C'est peut-être bête ou cliché ce que je veux dire, hein, mais j'ai quand même l'impression que pour une partie de ces femmes libanaises, il y a une idée d'assumer d'être un objet sexuel et en même temps d'être un objet sexuel intouchable. C'est le fruit défendu. Je ne pense pas que ça soit vraiment lié au sexe. Vraiment, c'est une compétition entre femmes, pas vraiment liée à la sexualité. Je ne pense pas qu'elles pensent au sexe quand elles font ça du tout. Tu ne penses pas qu'il y a la question du désir, de vouloir être désiré dans la rue quand on marche, être désiré quand on se refait les seins, les fesses aussi pour le regard des autres. Tu ne penses pas qu'il y a un peu de ça dedans ? Peut-être, mais je ne pense pas que ça soit le centre, vraiment le noyau du problème. C'est vraiment les standards de beauté. Ça n'a rien à voir avec le désir sexuel. C'est cette représentation par rapport à la société. Et je trouve que c'est surtout entre femmes et entre hommes, entre eux. C'est très hypocrite dans tous les cas. On va faire une dernière pause. On va écouter un texte qui a été publié en mai dernier dans nos pages. Il a été écrit par un romancier libanais qui s'appelle Soheb Ayoub. Dans ce texte, il imagine une histoire d'amour fictive en pleine guerre entre le héros. Le héros, il est originaire d'une communauté bédouine apatride de Wadi Khaled, dans le nord-est du Liban, et son amant béroutin, Ralph. On écoute sa voix. Quand il se rend à l'Ashrafiyeh, il porte sa seule chemise propre, la secouant encore et encore pour en chasser la poussière du ciment, la sueur, la peinture, la terbentine et les regards lourds des gens d'Ashrafiyeh. Il sait que cette ville n'est pas la sienne. C'est un tout autre monde, un monde qu'il ne peut pas supporter, tout comme il ne peut endurer les yeux de ses habitants. Les yeux des habitants d'Ashrafiyeh qu'il les déteste. Il ne parle que français, une langue qu'il ne connaît pas et n'a aucune envie d'apprendre. Ralph l'accueille d'un baiser affamé sur les pas de la porte lorsqu'il revient le lendemain. Ralph n'a plus peur du commérage de Claudine, de sa lourde présence ou de ses jugements de regard. Il ne craint plus non plus les hommes de Dieu et leurs mythes. Ils savent que le sommeil leur échappera cette nuit, mais les baisers viendront, passionnés, abondants, gorgés de désirs. Sandrine, tu disais tout à l'heure, l'homosexualité, elle n'est pas illégale au Liban dans la loi. Tu peux nous expliquer ce que tu voulais dire ? En fait, si on prend cette fameuse loi, c'est les actes contre nature. L'homosexualité n'est pas contre nature. Donc l'homosexualité n'est pas illégale au Liban. Et c'est des lois qu'on a héritées des Français. Dans tous les cas, ce n'est pas des lois qui sont liées à la religion. C'est-à-dire aussi la fornication est illégale au Liban. Donc à ce moment-là, on peut tout mettre dedans. Mais est-ce que ça veut dire aussi du coup que ça dépend du juge, de la manière dont il interprète ce texte-là ? Qu'est-ce que ça veut dire contre nature ? Oui, il faut avoir un bon avocat. Et comme il y a eu des précédents, il suffit d'utiliser aussi le fait qu'il y a eu des précédents. Après, comme on a beaucoup de corruption, il y a ça aussi qui joue. Mais si on prend vraiment le texte de loi, non, l'homosexualité n'est pas illégale. La communauté LGBT à Beyrouth, surtout pour ne pas parler de tout le Liban,
est beaucoup plus visible ces dernières années. Est-ce que toi, tu reçois beaucoup d'homosexuels dans ton cabinet et qu'est-ce que tu vois ? Oui, ça c'est une vraie différence entre 2007 et 2026. Je vois beaucoup de couples gays, donc ils vont venir en couple parce qu'ils ont des difficultés. Il y a aussi cette possibilité d'être plus visible dans la société. Après, c'est en dents de scie aussi, parce qu'on a eu Genoux des Robes il n'y a pas longtemps. Donc cette milice chrétienne extrémiste qui a proféré des menaces contre la communauté, c'était à Beyrouth il y a quelques années. Et antiféministe aussi. Et puis il y a beaucoup de bars et de clubs qui ont été fermés à cause de la situation économique. Donc les personnes qui sont queer, qui ont les moyens, ils s'en tirent très bien. Ceux qui n'ont pas les moyens, franchement, c'est pas évident pour eux. Mais est-ce que c'est un cliché de dire que plus on vient d'un milieu social élevé et plus il y aura une propension à accepter l'homosexualité, ou est-ce que... C'est un cliché. Ouais. C'est un cliché. Alors que, comme on parlait des villages et du Hakar, je me rappelle d'une dame qui est venue avec sa fille, dont le sexe biologique est masculin, et qui est venue me dire, il venait du Hakar, et qui est venue me dire... C'est une fille, comment je peux l'aider à être une fille ? J'ai pas vu ça, j'ai pas vu de Beyrouthins qui sont venus me dire ça. C'est des clichés qu'on a. Après, on revient, quand on est très conservateur, c'est vraiment lié de la famille. J'ai eu au moins 3 médecins qui sont venus chez moi pour me dire que leur enfant était gay et qu'ils n'arrivaient pas à accepter ça. Ils étaient médecins, donc ils savent que biologiquement c'est normal et que leurs enfants ne sont pas malades. Et une dame qui est venue chez moi, beyrouthine, et qui m'a dit « Mon fils est gay, ce n'est plus mon fils. » Sabile, toi, quand tu parlais de la liberté de parole dans ta famille, quand tu entendais en grandissant, ça incluait aussi les questions d'homosexualité ou bien c'était une forme particulière de liberté ? On n'en parlait pas trop. Ils aimaient bien les femmes qui couchaient ensemble. Les hommes en particulier, mais l'homosexuel... J'aurais pas aimé être homosexuel dans ma famille, je pense. C'est un sujet très très tabou. Est-ce que le Liban, parce qu'on a souvent cette image que le Liban est mieux loti de ce point de vue-là que le reste de la région, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un espace de liberté au Liban qui est plus grand de ce point de vue-là ? Évidemment, puisqu'on a la possibilité de quitter sa famille et de vivre seul et de vivre sa vie, ou de partir et de vivre ailleurs, bien sûr. Tandis que dans d'autres sociétés qui sont très tribales... Tu parles de quel pays ? Tous les pays du Golfe. C'est beaucoup plus difficile et c'est pas du tout évident. Il y a quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que dans les pays du Golfe, ils considèrent qu'avoir des expériences avec des hommes est normal et fait partie de l'adolescence. Après, il faut se marier. Il faut se marier avec une femme et avoir des enfants. Quand tu dis c'est normal, c'est-à-dire qu'ils en parlent ? Oui, ils en parlent. Ils trouvent que c'est normal. Donc, quand ils expliquent que oui, pour eux, parfois, oui, tous on a eu ça. Tandis qu'au Liban, qu'un mec vienne raconter j'ai eu des expériences avec un homme, c'est très difficile pour lui de dire ça, parce que pour lui, ça, c'est un danger pour sa masculinité. C'est pas le cas pour eux. Donc ça, c'est une différence de culture. Après, quand il s'agit de mariage, de société, de tradition, ils doivent se marier parce que leurs parents veulent qu'ils se marient. Ça, c'est très différent de ce qu'on voit au Liban. Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter peut-être les principaux clichés que tu as pu déconstruire au bout de 19 ans, je précise, et non 20 ans de carrière ? Que tous nos préjugés sont faux. Le fait de penser que, oui, les chrétiens sont les plus libérés, ça c'est un gros préjugé. Une femme voilée n'a pas de plaisir et juste elle veut satisfaire son mari. Ça c'est un gros préjugé. Ça c'est un des premiers préjugés que j'ai appris à déconstruire. Parce que quand j'ai commencé à travailler, je voyais surtout du vaginisme. Donc je vois une jeune femme voilée qui vient avec son mari, 24 ans, je me dis, bon, elle a sûrement un vaginisme. Elle dit, ça fait 6 ans qu'on est mariés, on a 5 enfants et j'ai plus de plaisir comme avant et c'est mon droit et je veux qu'il me donne du plaisir. Et moi, j'étais... Donc, j'ai appris à ne plus juger les gens quand ils rentrent par la porte et vraiment les laisser s'installer, raconter leur histoire. Et puis là, je n'ai pas d'autres idées en tête, mais aussi... par rapport aux sexualités alternatives, parce qu'on n'a pas appris ça.
Et donc j'ai appris petit à petit qu'il y avait des gens qui avaient des sexualités très très différentes et qui n'ont pas envie, par exemple, d'une pénétration. Ils ont envie, je sais pas, de se comporter comme des bébés. Ils ont envie d'être en complète soumission de l'autre personne ou d'être esclaves sexuels. Tu leur dis quoi, ces gens-là qui viennent te voir et qui te disent ça? D'accepter leur sexualité, mais ça prend du temps. Tu disais dans une précédente interview que les pieds, en particulier, étaient un objet de fantasme au Liban. C'est dans les pays arabes. Dans les pays arabes. C'est un fétiche prédominant. Ouais. Et c'est logique parce que finalement, c'est une région qui est très, très sensible. C'est aussi tout le jeu de pouvoir, de soumission, parce que quand je me soumets, je me libère. Là, c'est la vraie transgression. Donc, c'est un fétiche très, très fréquent et c'est une des premières choses qu'un enfant voit. Donc, c'est peut-être ces émois érotiques et sa découverte du plaisir va peut-être commencer au pied de quelqu'un. On va s'arrêter sur ces émois érotiques. À Lorient la nuit, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à toi, Sandrine. Merci à toi, Sabile, de nous avoir rejoints pour cette émission. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.